Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Ce qui nous intéresse le plus n'est pas forcément Bitcoin, bien qu'il y ait des bonnes nouvelles, notamment du côté de GME qui propose de mettre une partie de sa trésorerie en Bitcoin. On comprend bien que toutes les planètes sont alignées du côté de notre actif préféré, ici Bitcoin, que nous tentons de surperformer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons travailler sur Ethereum. Et je me pose une seule question. Je vais vous donner ma représentation, ma perception et pourquoi Ethereum, d'ici la fin de l'année 2025, atteindra aux alentours des 9000, 9500 dollars dans une zone de massive profit entre les 1,618 et les 2, ce qui catalysera l'intégralité de notre all season. Il aura bien lieu, c'est en cours et je vous explique ce qu'on attend. Et vous allez voir, ce n'est que du bon sens, c'est très facile à anticiper et en plus, c'est sur les rails. On commence maintenant. Et juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen long terme, voire très long terme. Et Ethereum peut parfaitement être inspiré de cette stratégie. Et moi, je renforce mes positions sur Ethereum à l'heure où je vous parle. Donc, j'achète de l'Ethereum, évidemment. Bien qu'il n'est pas complètement exclu qu'on puisse le retrouver aux alentours des 1000 dollars dans les prochaines semaines, mais c'est pas grave. C'est un plan, il va falloir recharger si celui-ci venait à nous offrir des prix d'entrée bien plus attractifs que ce qu'on en a actuellement. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'il nous faut. C'est extrêmement simple. C'est pas très fameux. On casse des trends, on essaye de conserver des trendlines baissières ici. On achète les trendlines baissières. On était juste là. Vous voyez, magnifique trendline baissière par rapport à ces deux all-time high. Derrière, on vient chercher un nouveau plus haut. Et ce qu'on joue, vous les bears, toujours, ce sont les réintégrations. Bon, pas vous l'avez eu, vous la jouez, bravo. Vous prenez des profits ici dans une zone de rechargement d'achat court terme. Et moi, je suis également votre contrepartie. Donc, on est plutôt deux ici à pouvoir faire une pression acheteuse sur Ethereum, à la fois des acheteurs qui sont dans une bonne zone de rechargement et vous, vendeurs à découvert, qui sont censés prendre des profits si vous n'avez pas déjà tout pris, évidemment. Il faut une première chose pour pouvoir concrétiser ma prédiction. Un, que rien ne change, surtout du côté macroéconomique. Il faut qu'on continue à avoir des ventes d'État, notamment sur les taxes douanières réciproques. On peut le rappeler ici, en 2017, il y avait eu des choses relativement similaires, beaucoup plus agressives du côté chinois. Soit dit en passant, le S&P 500 a fini en hausse. C'est pas compliqué, vous prenez toutes les dernières fois où il y a eu un nouveau président sur sa première année de mandat, en fait, 97% du temps, on finit en hausse, notamment sur les marchés indiciels, côté américain. Et deux fois, ça s'est pas bien passé. Une première fois, c'était une dégradation constante, donc on était déjà dans une période assez baissière, donc on n'a pas fait de nouveau all-time high. Et la deuxième fois, c'était la guerre. Donc, hormis si vous pricez actuellement une guerre mondiale, moi personnellement, je ne la price pas. Et d'ailleurs, ça fait réfléchir. Ce qui est en train de se passer actuellement, il y a deux choses qui me choquent profondément. Et je sens que je suis mentalement manipulé. Je prends l'exemple de Tesla. Tesla, il y a un mois en arrière, c'était l'avenir, c'était to the moon, c'était un paradigme, c'était une valeur technologique, c'était incroyable. Tesla, incroyable. Donald Trump arrive, il dit t'inquiète pas, Elon, on va vendre que des Tesla aux États-Unis, on vendra pas des voitures chinoises. Donc, en fait, il y a un mois, c'était le turfu, si vous voulez. C'était un petit peu le monopole psychologique d'une entreprise américaine, First America, America, ou America First si vous voulez, qui avait un avenir radieux. Et en l'espace d'un mois, c'est devenu de la merde. Donc c'est assez drôle de passer en l'espace d'un mois à c'est l'avenir, à c'est de la merde, notamment par rapport à sa vendetta vis-à-vis du Doge. Et est-ce que... C'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer. Franchement, il y a des gens qui sont en danger aujourd'hui en roulant dans une Tesla. Je trouve ça juste incroyable. Et c'est on peut pas le pricer, on peut pas l'anticiper, ce genre de choses. En fait, l'effet de réseau, l'effet de masse, l'effet communautaire est tellement puissant qu'en fait, il faut plutôt prendre notre mal en plaçance ici et je ne sais pas s'il fera un pas en arrière vu l'ego de ces 2 personnages. C'est exactement la même situation pour l'Ukraine. C'est assez drôle ce qu'on est en train de vivre actuellement et je me sens manipulé, je le sens, franchement profondément. Moi, j'essaie de le travailler de façon quotidienne. En fait, on est passé d'il y a un peu plus d'un mois en arrière à l'Ukraine, ce sont les gentils, on a besoin de les aider pour se défendre, à aujourd'hui, ce sont les méchants, il faut qu'ils arrêtent de se défendre. Je trouve ça fou.
Il y a exactement les mêmes mots, vous essayez de tourner le sens d'un point A ou un point B et on commence à sentir aujourd'hui, notamment en Europe, qu'on en a juste marre d'envoyer des milliards pour pouvoir les aider à se défendre. Donc d'un côté, ce sont les gentils, il faut bien sûr les défendre et en envoyant des armes, de l'argent et de l'aide humanitaire. Ah, ce sont les méchants, il faut arrêter de les défendre. Je trouve ça juste dingue et on sent bien sur les médias et les réseaux sociaux qu'on est manipulé par rapport à ça. Et au fond, dites-moi dans les commentaires si vous sentez ça. Pas forcément du côté de Tesla, mais plutôt du côté de l'Ukraine, de la Russie, du côté, de toute cette géopolitique. Si au fond, vous vous sentez pas être tenté d'être ramené, soit du côté neutre, soit du côté, en fait, qu'on défendait il y a encore un mois et demi en arrière. Et en fait, il faut juste prendre cette situation, qui est une situation parfaitement logique, de la même manière que sur nos cryptoactifs préférés. Je vous le dis, nos cryptos actuellement n'ont pas la cote, donc ce n'est pas la mode. Et c'est très exactement ce qu'il faut constater. Il faut constater un désintérêt pour l'écosystème cryptographique. Si on veut envoyer Ethereum à 10 000 dollars, il faut qu'on perçoive, il faut qu'on sente, il faut qu'on constate ce désintérêt pour la crypto-monnaie. Bon, c'est formidable et il faut essayer de le conserver le plus longtemps possible. Troisième chose à faire, c'est tenter de détourner le regard. Si on reste profondément attaché à cet écosystème, détourner le regard avec des catalyseurs dits dominants, et nous les avons actuellement. Bitcoin. Tout le monde regarde Bitcoin. Or, la corrélation entre Bitcoin et les cryptoactifs n'est pas réellement de mise. Donc, je vous mets en garde. Et je vous mets en garde par rapport à une réciprocité ou une forme de fractalité, une corrélation assez franche par rapport au marché crypto total. Et ici, je vais prendre le crypto total 2, puisque j'enlève Bitcoin de façon fortuite. Et on va prendre l'indice composite du Nasdaq. Vous pouvez prendre le S&P 500, c'est assez similaire. Vous pouvez même prendre l'indice des GAFAM. On a créé l'indice des GAFAM avec les 7 magiques. Ça fonctionne très bien. Et en fait, si vous prenez un tout petit peu de recul et qu'on dézoome un petit peu, vous voyez en fait une forme de corrélation par rapport au plus haut et au plus bas. On prend par rapport à ce qui s'était passé notamment en 2018, 2017, 2018, c'était assez sympa. Vous avez fait une formidable avancée du dessert. Derrière, S&P ou ici Nasdaq continue à augmenter alors que Bitcoin était rentré, sorti de l'éclatement de sa bulle, j'ai presque envie de dire une bulle anarchiste, parce qu'il y avait beaucoup d'anarchistes nouveaux visionnaires de l'époque. Et derrière, forte dégradation au niveau du Nasdaq. Ok, puis on prend le bottom. Et si vous voyez le bottom ici sur mon écran en décembre 2018, c'était très exactement le bottom sur mon écran droit de Bitcoin en décembre 2018. Puis le Nasdaq reprend. Il reprend de façon assez forte et il fait d'ailleurs de nouveaux plus hauts. Et ici, c'est le signal. Et on voit bien la situation de manipulation psychologique, d'accumulation féroce, notamment sur Bitcoin, à ce moment-là très précisément, ou sur l'ensemble des cryptoactifs. Derrière, crack Covid, ça a surpris beaucoup de monde. Il y a eu une forte dégradation à la fois sur les indices, mais également sur Bitcoin et l'ensemble de nos crypto-monnaies. Et derrière, reprise haussière, jusqu'à arriver sur un top. Et ici, le top est exactement le même top, avec un rattrapage formidable du côté de nos crypto totales préférés, crypto exotiques, Ethereum inclus, avant de voir une forte dégradation. C'était le top final à ce moment-là, pour aller chercher le bottom. Et le bottom est exactement identique novembre 2022, à la fois sur les indices du Nasdaq et à la fois sur le crypto total. Et vous avez exactement la même chose. On vient chercher le nouveau all-time high, on vient chercher le nouveau all-time high quasiment sur le crypto total 2 hors Bitcoin. Bitcoin a fait de nouveaux plus hauts, puis c'est un catalyseur dit dominant. Catalyseur dominant. Et vous allez voir qu'il nous manque un catalyseur supplémentaire pour voir notre all season. Je le vois, je vais le jouer très fort, et je suis persuadé que ça va arriver dans les 6 prochains mois, grand maximum. Et donc, il faudra bien sûr le pricer en amont. Donc, je vais vous donner le catalyseur, je vais vous donner la rumeur, et il faudra vendre la news, tout simplement. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va être très simple. Derrière, une dégradation au niveau des indices, et vous voyez une dégradation au niveau de notre crypto total 2. Donc, rien de nouveau sous le soleil. C'est exactement la même chose. Donc, on attend quoi? On voit qu'il y a une forme de décalage, que ce soit entre l'or et Bitcoin. Donc, bon, je pense que Bitcoin va faire de nouveaux plus hauts, l'or a fait de nouveaux plus hauts, c'est une réserve de valeur, une réserve de valeur 2.0. Bitcoin va suivre, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ma question, c'est de savoir si oui ou non mes crypto-actifs préférés vont surperformer. Et il me manque une seule chose. Et vous aussi, il vous la manque. Et ça ne peut pas être joué actuellement. Vous ne le voyez pas. Or, le marché joue toujours ce qu'il voit, non pas ce qu'il croit. Donc moi, je vais vous donner ce que je crois. Je vais le jouer de façon très anticipée, donc avec un risque qui est très important. Maintenant, vous pouvez très bien attendre de le voir pour pouvoir le jouer.
et je vais vous expliquer exactement ce que vous attendez en termes de news. J'espère que ça va arriver. On n'a pas beaucoup de temps pour que ça arrive, mais ça devrait arriver, soit dit en passant. Donc c'est clairement ce qu'on attend. Une augmentation au niveau du Nasdaq, et je pense qu'à la fin de l'année, on sera sur de nouveaux plus hauts au niveau du Nasdaq. Si certains analystes nous expliquent qu'on a fait les tops générationnels sur le Nasdaq, à ce moment-là, barrez-vous de la crypto. Si vous pensez qu'on a fait le top sur les indices boursiers américains, barrez-vous de la crypto. Ou mettez tout en Bitcoin, si vous suivez le narratif catalyseur dominant. Parce qu'on ne fera pas de nouveau plus haut si le Nasdaq ne fait pas de nouveau plus haut. Et si vous attendez la planche à billets pour pouvoir attendre que le Nasdaq fasse de nouveau plus haut, je pense que c'est une erreur dramatique. Je pense que ça le fera bien avant. À l'image de ce qui s'était très exactement passé en 2017, notamment sur la première année de Donald Trump. Maintenant qu'on a ça, je vais vous rappeler quelque chose de très simple. Un rappel. N'attendez pas des informations de court terme pour jouer ou prendre des décisions de long terme. N'attendez pas des informations de court terme pour jouer une vision sur le long terme. Si vous jouez du long terme, alors essayez dès maintenant de travailler, comme je vais le faire avec vous aujourd'hui, sur des informations de long terme qui va pouvoir catalyser et accompagner tout l'écosystème cryptographique sur plusieurs années. Donc si vous attendez là, et on ne le regardera même pas, soit dit en passant, des informations, notamment sur le PIB, notamment sur l'emploi ou notamment sur l'inflation aux États-Unis, pour jouer une vision long terme, c'est une connerie finie. Et ça, là, pour le coup, ça revient au même d'essayer de timer du long terme sur des décisions de court terme. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas gagner en faisant ça. Donc, soit vous décidez de jouer ces news-là, mais vous jouez du court terme. Bon, bah, choisissez votre camp, ça monte, ça baisse. On s'en fiche complètement, hein, on verra bien ce qui se passera. Soit vous jouez du long terme, et à ce moment-là, coupez ça. Ça sert à rien de le prendre en considération. La seule chose que vous pouvez éventuellement anticiper pour essayer de jouer une vision long terme sur des informations long terme, c'est la récession. Donc, si vous pensez qu'il y a une récession qui est imminente dans les 6 à 12 prochains mois, alors très exactement, vendez, soulagez vos capitaux et derrière, vous allez reprendre. S'il y a réellement, il faut qu'il y ait la récession, hein, et partez du principe, essayez de la timer 6 à 8 mois avant, 6 mois avant, à peu près, pour essayer de trouver les bottoms. Voilà. Et essayer de jouer des bottoms. Le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas très très loin, très éloigné des bottoms. Pourquoi? Parce que si vous allez chercher encore plus loin et avoir une vision plus large et globale par rapport à une anticipation récessionniste, à ce moment-là, vous comprenez bien que la Fed agira. Donc, qu'est-ce qu'on anticipe? On anticipe la récession, donc on joue la récession et on vend. Ou est-ce qu'on joue non pas la récession, mais la reprise systématique, asymétrique, de façon complètement dénuée de sens, d'une impression massive monétaire qui va se jouer en l'espace d'un claquement de doigts? Comment on peut le jouer? La seule façon de le jouer de la façon la plus rationnelle possible, c'est tout simplement de ne rien faire. C'est fou à dire, mais c'est comme ça. Mais la seule chose que j'aimerais vous donner, c'est si vous pensez que le Nasdaq, S&P 500 va dégringoler à moins 30, moins 40%, partez du principe que nos crypto-monnaies vont décrocher de moins 60 à moins 75%. Ça, c'est une certitude. Donc, avec ces informations-là, agissez comme il vous semble le plus cohérent possible. J'attends une chose. Juste avant de vous en parler, je vous montre 3 trucs. La première, c'est ça. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, jusqu'à preuve du contraire, hormis encore une amende qui va être réglée à hauteur de 50 millions de dollars par Ripple du côté de la SEC, et on connaît la musique, hein, un gros chèque et on enlève toutes les attaques juridiques, etc. Il y a un truc qui était sympa qui est passé hier, c'est ça. Really good time pour buy Bitcoin. Donc ça, ce sont des économies, des milliardaires, des entreprises, des fonds de pension, des fonds de gestion, pas de pension, des fonds de gestion, etc., qui nous expliquent que bah oui, c'est vachement intéressant d'investir sur Bitcoin. Ça va partir, je vous le dis en toute franchise. On va éclater tous les records sur Bitcoin. On finira peut-être au-dessus des 200 000 dollars dans l'espace de 6 mois. Toutes les planètes sont ouvertes. Actuellement, qu'est-ce qu'on attend? On attend une petite détente du côté macro, probablement, hein, et juste une nouveau plus haut du côté du Nasdaq. Mais au fond, ça va arriver. Au pire, ça prendra un peu plus de temps que prévu. On refera de la planche à billets, on rebalancera du QE. L'Europe est en train de réfléchir à le faire, et de toute manière, ils n'auront pas le choix pour pouvoir soutenir l'effort de défense européen. Ils seront obligés de lâcher là-dessus. Donc, ça peut prendre est-ce qu'on le prend en considération? Est-ce qu'on ne prend pas en considération? Ma foi, si vous aimez la liquidité, elle arrivera de tous les côtés. Elle arrive en Chine de façon massive, elle va arriver en Europe et elle reviendra aux États-Unis. C'est qu'une question de temps. Encore une fois, encore faut-il tenter de l'anticiper. Donc ça veut dire le timer et à quel point c'est difficile de le faire. Est-ce qu'il y a une adoption
Non, il n'y a pas d'adoption actuellement. Est-ce qu'il y a une démocratisation? Oui, ou un relan de ce qu'on avait vécu en 2021. Je suis sur Duneindex. Duneindex, j'aime beaucoup. Il prend juste 3 informations: les transactions fees, le nombre de transactions et le montant des transactions. Ça, pour moi, c'est la vie, c'est la gloire. Si vous augmentez ça, vous avez une augmentation au niveau de vos cryptos totales préférées ou de vos crypto-monnaies préférées. Transaction fees, nombre de transactions et le montant par transaction. Et c'est très clairement ce que nous propose Dune. Et en fait, on voit très très bien qu'on est revenu sur les all-time highs de l'année passée. Et si vous regardez le crypto total, bah, c'est exactement la même chose. Je vais le prendre comme ça. Je vais aller chercher mon crypto total. Je vais même pas prendre. Oh, on peut prendre le crypto total 2, se dit le crypto total parce qu'il y a du bitcoin, mais c'est pas ce qui m'intéresse. On revient chercher le all-time high. On revient chercher le all-time high. On est actuellement dans un range. Bah, formidable. Voilà, donc vous l'avez, il est ici, on arrive au haut du range et on se dégrade. Pourquoi on se dégrade? Bah, c'est comme ça, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent faire des gros volumes d'échanges, et donc il y a moins de faits, et donc il y a moins de... Et vous avez compris un petit peu l'idée. Je vais vous montrer ça comme suit, et on va regarder qui a plus profité en termes d'actions, en termes de fees, en termes de transactions et montant transactionnel. Solana. C'est la raison pour laquelle Solana nous a proposé des choses géniales. Est-ce que là, vous voyez une forme de reprise au niveau de Solana? Non. Donc, si vous voulez jouer le court terme, vous jouez alors la baisse, vous jouez pas la hausse. Et si vous voulez jouer des rebonds, vous jouez des rebonds, vous jouez pas tout de moon, puisqu'il nous manque quelque chose. Vous allez voir, ça va arriver, ça va être génial. Derrière, moi, j'étais en train de travailler sur la blockchain Ton qui est bien valorisée, 10 milliards de dollars de capitalisation, avec une forme de, bah, aussi de petite dégradation, mais plutôt sympa ce qu'on est en train de voir. Je trouve que c'est vraiment une blockchain très retail, avec la possibilité de faire des dingueries, parce elle est pas à la mode, pour être tout à fait franc avec vous. Donc moi, je regarde ça avec un grand intérêt. Et si on parle de Ethereum, par rapport au montant de ces transactions, la taille de ces transactions, et même s'il y a une forme de pondération, c'est quand même franchement moins balèze de ce qu'on avait vécu en 2020-2021. C'est franchement moins balèze. Or, le prix a fortement augmenté, a été compensé par le nombre en fait de personnes qui utilisent le blockchain. Donc en fait, il y a 4 à 5 fois plus de personnes aujourd'hui, 4 à 5 fois plus de projets qui ont été créés sur la blockchain Ethereum. Donc ça compense. Mais eh oui, mise à jour veut, notamment Shanghai, si on divise par 10 les frais de transaction, bah, c'est moins de thunes pour les validateurs, donc moins d'incitation à vouloir éventuellement acheter de l'Ethereum pour pouvoir le loquer. Donc il nous faut autre chose. Et on le sait ce qu'il nous faut, puisqu'on a déjà fait ce changement-là il y a plus d'un an en arrière. On est passé d'un environnement spéculatif à un environnement institutionnel. Et on comprend bien que le on-chain, aujourd'hui, ne fait plus foi. Ce qui fait foi, c'est les big boys. Ce qui fait foi, c'est les instits, c'est du BlackRock et c'est tout ce que vous voulez. Dès lors, il nous manque un seul truc. Un seul truc. Parce que actuellement, au niveau des ETF ou comptant Ethereum, c'est tronqué, c'est biaisé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire du staking. Et c'est très exactement ce qui nous manque actuellement. Actuellement, Bitcoin n'est exactement pas dans cette cour-là, donc l'exact contraire. Pourquoi? Parce que Bitcoin ne propose pas de rendement. Bitcoin, il est juste rare, alors que Ethereum, il est illimité, malgré le fait qu'on peut penser au mécanisme de burn. Bitcoin est robuste, Bitcoin est immuable, Bitcoin fonctionne comme une réserve de valeur, donc comme un or numérique. Or, Ethereum et l'ensemble de nos crypto-monnaies préférées ne fonctionnent, hormis quelques grâces exceptions, ne fonctionnent pas comme ça. Donc, résultat, si on prend les ETF au comptant Bitcoin, c'est le parfait ETF passif. Mode dollar cost average, on alloue une partie de nos fonds de pension là-dedans, 2% de notre capital d'investissement, quelques banques centrales commencent à s'y mettre, et quelques pays, pourquoi pas, quelques États américains, et c'est juste génial. Donc les planètes sont alignées, Bitcoin sera plus valorisé que les 100 000 ou les 110 000 dollars dans les 10 prochaines années, c'est certain. C'est certain, sauf retournement politique, attaque, tout ce que vous voulez, ou problème protocolaire. Mais si vous jouez un 1% de chance, bah, bon courage avant de le shorter maintenant pour pouvoir éventuellement tenter d'essayer de casser le protocole ou d'essayer de retourner 4 ans de politique crypto-friendly de Donald Trump, puisqu'il est bien parti pour le faire. Ethereum, lui, il est vivant. Il n'est pas passif, il est productif. C'est donc un actif ici productif et il faut lui donner cette production. Et actuellement, on la connaît, c'est entre 3 et 5 par an. On est aux alentours un tout petit peu moins de 4 actuellement, tout simplement en validant des blocs. Et il nous manque un truc avec la mise à jour Spectra. Et la mise à jour Spectra, ça va nous proposer un truc incroyable. Je pense franchement, alors je vais essayer de la retrouver, ma mise à jour Spectra. Je suppose que je l'avais retrouvée ici. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Bon, je ne l'ai pas, c'est pas très grave, soit dit en passant. Si, le test final Pectra d'Ethereum. On devrait donc l'avoir, si tout se passe bien. On a fait le dernier truc donc hier.
Je crois que ça s'est bien passé, donc les développeurs maintenant veulent le mettre en production d'ici 30 jours, donc très exactement le 25 avril. Il faut comprendre quelque chose de très important. Le problème avec la réglementation actuellement aux États-Unis, c'est qu'il y a un trouble, il y a un flou. Qui valide, qui détient les clés, qui perçoit les récompenses, et surtout en cas de slashing, qui prend la responsabilité. Donc on ne peut malheureusement pas actuellement, avant la mise à jour Pectra, pouvoir mettre en place un cadre réglementaire strict, sécurisant, garantissant un haut niveau de sécurité, sans cette mise à jour. Et en fait, cette mise à jour, on a presque l'impression, si vous la regardez entre les lignes, qu'elle est faite pour BlackRock. Et elle est faite pour Fidelity, elle est faite pour les fonds de pension. Donc ici, on peut partir du principe que même si BlackRock a déjà déposé son ETF, qui ne propose pas de yield farming, il faut comprendre que l'idée de déléguer des droits de retrait à d'autres adresses, l'idée, regardez un petit peu ce qu'il y a dans cette mise à jour, c'est très exactement ça que BlackRock attend pour pouvoir faire une demande de dépôt auprès d'un ETF qui inclut Yelid. Puisque le résultat de séparer les validateurs, notamment dépositaires avec la mise à jour Pectra, moins de risques opérationnels, meilleure gouvernance des flux, meilleure comptabilité avec la réglementation terminée. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, je le vois maintenant comme ça et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Dès lors, on attend quoi? On attend le timing. Et le bon timing, il est très simple. Le bon timing, c'est le dépôt de BlackRock d'un ETF au comptant qui inclut le yield. Il a déjà un ETF au comptant Ethereum. Donc ça peut se faire de façon beaucoup plus rapide pour pouvoir introduire le côté staking. Et je vais vous montrer ce qui s'était passé notamment sur Meta, parce que c'est exactement la même chose. Vous prenez l'action Meta et vous allez regarder au moment où il explique qu'il va donner du rendement, petit bout de bénéfice par action aux actions Meta, on était très exactement là, le machin, il explose. Oh, on parle d'une action à 400 dollars, il file 50 centimes hein, de yield en réalité. Donc 50 centimes de rétribution ou 50 centimes de rendement. Ça explose. Mais regardez où est-ce qu'on était descendu. On était descendu très bas. Et on sait pourquoi. Moins de personnes sur Facebook, les gens apparemment y partaient et ils cramaient du cash sur le métaverse. Donc on a perdu près de 77% sur Meta à ce moment-là. Mais n'empêche que les planètes s'étaient alignées. Il y avait toujours des gens, ils avaient la possibilité d'augmenter leur coût de publicité avec une hyper centralisation. Bon, bref, c'est nous le produit, mais si en fait en 2022 c'était nous le produit, aujourd'hui, vu le cours, c'est nous, on est de la friture maintenant. C'est même plus un produit, on est de la friture. Donc c'est comme ça en fait qu'on arrive à et tenter d'essayer d'anticiper quelque chose. Mais vous comprenez bien qu'au moment de l'annonce, donc cette news-là, le méta était ici. Il était revenu sur ses nouveaux all-time high. Donc je pense, de façon assez concrète, que c'est en cours. Ça devrait arriver logiquement après la mise à jour Pectra, donc d'ici à fin avril. Et pour rester dans mon timing cyclique de fin d'année, hein, octobre, novembre, décembre 2025, il faudrait que ce soit un dépôt de BlackRock en anticipé, de façon rapide, une demande simple, avant la fin juillet. Voilà, donc grosso modo, c'est cette fenêtre de tir qu'il faut jouer. Et à ce moment-là, Ethereum devra et sera, on pourra reprendre cette vidéo, il sera très probablement là-haut. Et là, il y aura un dépôt, tout simplement. Et je vous le dis, c'est entre fin avril et jusqu'à juin-juillet, si vous voulez, pour avoir un dépôt pour être sûr. Alors oui, il y a déjà eu des dépôts au niveau de Ethereum par rapport à du I. Il y a même eu des dépôts sur Solana, sur Dogecoin. Est-ce que Solana va être validé? C'est prévu pour octobre. Est-ce que Dogecoin va être validé? C'est prévu pour octobre. Je pense que tout sera validé pour octobre. Je pense que tout sera validé pour octobre et je pense que ce sera le top final. Donc toutes nos cryptos auront explosé, tous les ETF seront gavés et ce sera le moment de sortir. Actuellement, ce n'est pas le moment de sortir puisqu'on ne l'a pas. Je pense également qu'il y aura des refus successifs par rapport à la demande de dépôt, notamment de... Alors, je ne sais plus qui c'est qui l'avait déposé. Est-ce que je l'avais noté quelque part? Il me semble pas. Mais il y en a, en fait, qui ont déjà déposé avec le staking. Ça passera pas. Ils vont le refuser. Et je pense qu'ils le refuseront encore plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Pourquoi? Parce que BlackRock ne l'a pas déposé. Et au moment où BlackRock va le déposer, c'est qu'il a 99,9% de chances qu'il soit accepté. Prenez cette information-là. Si BlackRock dépose la possibilité d'avoir du yield sur les ETF au comptant Ethereum, il y a 99,9% de chances que ce soit accepté. Et si la seule raison pour laquelle BlackRock n'a pas encore déposé sa demande de yield sur Ethereum, c'est qu'il y a une chance qu'il ne soit pas accepté. Voilà, vous le savez. Donc dès qu'il y a le dépôt, ça va être un catalyseur énorme. Et ce qui est drôle, bah, c'est qu'il faut qu'on soit bear.
Vous savez pourquoi? Parce que maintenant que je vous dis ça, qu'est-ce qu'on s'en fout de 3 ou 4 de yield? Oui, mais regardez Meta. Également, un autre catalyseur très important. Je vais prendre Dassault. Vous prenez la guerre actuellement et le conflit en Ukraine, Russie, ou en tout cas aux portes de l'Europe, voire l'OTAN. On pourrait y mettre tous les narratifs si vous voulez. Et en fait, est-ce qu'il y a du délit d'initié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? USD, c'est assez drôle. C'est AM pour Dassault Aviation. Il se trouve ici, c'est lequel? Dassault Aviation, ici. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de prévu ou une surinterprétation par rapport à ce qu'on est en train de voir actuellement? Vous voyez que Dassault était dans une mauvaise posture. Début de la guerre, on est parti chercher le nouveau all-time high, puis on est parti chercher de la liquidité moyenne mobile en hebdomadaire 200 périodes, puis derrière on continue, on continue, on continue, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait une information pour dire 1000 milliards ou 800 milliards de dollars du côté de l'Europe qui devrait bénéficier à l'ensemble de l'armée, aux entreprises, notamment de défense. Le machin, il prend 70%. En une journée, il prend 70%. Est-ce que c'est pas surjoué? Puisqu'en fait, au grand maximum, on va passer de 2% du PIB de défense européen à 3%. On n'ira pas beaucoup plus loin. Donc je pense que ça, c'est clairement surestimé. Mais vous comprenez bien que la news, l'information, ils n'ont pas encore fait le chèque à Dassault, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont juste annoncé un truc, un fonds européen, 800 milliards de dollars, peut-être 1000 milliards et pourquoi pas 1500 milliards, qu'est-ce qu'on s'en fout en réalité? Mais c'est cette information qui a été prise en compte. Est-ce qu'on peut le jouer maintenant? Non. Et je pense que ça, ce qui va se passer sur Ethereum, c'est le dépôt de BlackRock. Voilà. Un petit déposit. Si BlackRock dépose, voilà ce que Ethereum fait. Est-ce que vous pourrez le jouer? Non. Est-ce qu'il faut le jouer maintenant? Oui. Tout simplement là. C'est là-dedans qu'il faut le jouer. Bah, vous savez où est-ce qu'il est, Ethereum? Il est là, Ethereum. Alors, si ça baisse encore un petit peu, ça baissera encore un petit peu, mais je renforce mes positions sur Ethereum. Et derrière, ça va donc catalyser l'intégralité de nos crypto-monnaies préférées, et notamment les blockchains d'infrastructure. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, il y aura un ETF Yield pour très exactement toutes les cryptos institutionnalisables, donc qui ont une capitalisation suffisante. Voilà très exactement ce que vous jouez. Bah oui, bienvenue dans un monde institutionnel. Donc, il y aura un énorme ménage. Il y aura 99% dans les 5 prochaines années de nos crypto-monnaies dans les portefeuilles qui vont tout simplement disparaître. Celles qui seront, entre guillemets, sauvées seront celles qui seront biberonnés par les institutionnels. On les a sous les yeux, BlackRock, Fidelity et d'autres fonds d'ailleurs, hein, pas forcément uniquement américains. Peut-être que demain ce sera asiatique et pourquoi pas singapourien et peut-être Moyen-Orient et pourquoi pas européen si on décide de mettre un petit peu d'eau dans notre vin. Mais vous avez très exactement ce que nous devons jouer aujourd'hui. C'est très exactement ça qu'il faut jouer aujourd'hui. Ça s'appelle un piège baissier. Donc on peut aller beaucoup plus bas. Pour l'instant, on l'a pas. On a dit que c'était plutôt pour fin avril, et cetera. Donc pourquoi pas jouer une dégradation encore par rapport à d'autres problèmes qu'il pourrait y avoir sur Petra? Peut-être d'autres. On n'est pas mûr encore. Regardez, il y a pas d'adoption. On vient de le voir ici. Il y a rien comme adoption actuellement sur ces réseaux. Donc il y a de la démocratisation. Et la démocratisation, c'est le mot qu'on avait mis par rapport à la prise de conscience des institutionnels vis-à-vis de ce secteur très porteur de rupture. Et oui, on joue pas du Meta. On joue pas du Nvidia. On joue pas du Tesla. Donc, si vous voulez jouer des entreprises à forte valeur émotionnelle côté des indices, why not? Je pense que c'est un bon choix. Je pense qu'on va continuer à faire de nouveaux plus hauts d'ici la fin de l'année. Si vous voulez jouer de la surperformance sur des marchés qui aujourd'hui ne sont clairement pas à la mode et on pense de plus en plus qu'ils ne sont pas à la mode, attendez juste qu'on mette une clé dans la serrure. Voilà. Et vous avez donc un choix à faire. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas arriver? Voilà. Je vous dis juste que si ça doit arriver, ça va être donc joué, ça va être pricé, donc dans le déni. Parce que si vous voyez Ethereum continuer à monter, on ne va pas comprendre pourquoi. Ben, je viens de vous dire pourquoi. Et à un moment donné, vous allez avoir BlackRock dépose son ETF en accéléré. Et là, pam, vous le jouez là, vous? Vous le jouez là, vous? Ou vous essayez de le jouer là, potentiellement de le jouer là, potentiellement de le jouer là? Allez, on peut faire 3 positions et puis c'est réglé. Et je suis vraiment pas sûr qu'on continue à descendre franchement. Puisque tout est catalysé par rapport au Nasdaq actuellement. Et jusqu'à preuve du contraire, il semble plutôt bien se maintenir, notre S&P 500 ou encore notre Nasdaq. Et si vous voulez une directionnelle ou un directionnel
long terme par rapport à des informations court terme, à ce moment-là, la seule chose que vous jouez, c'est une récession violente. Voilà. Ou un envenimement du conflit, hein. Si vous voulez voir quelque chose par là-bas, à ce moment-là, c'est ça que vous jouez. C'est pas l'inflation et c'est pas le chômage, hein. Je vous le dis en toute franchise. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. J'espère que vous me suivez dans ce raisonnement-là. Mais il faut bien comprendre que si vous voulez le jouer, c'est pas dans 3 mois qu'il faudra le jouer. C'est d'une très bonne zone, puisque actuellement nous sommes dans le flux. Il faut que rien ne change et il semblerait que Donald Trump ne veut strictement rien changer à sa politique douanière à court, moyen, voire long terme. Il faut constater un désintérêt profond par rapport aux crypto-monnaies. Je vous le prouve ici, c'est redoutable. Et il faut détourner le regard du côté d'un catalyseur dominant qui est actuellement Bitcoin. Donc que font les gens? Eh ben, on vend nos cryptos pour acheter du Bitcoin et vous avez raison probablement de le faire. Mais vous le faites pour de très mauvaises raisons. Voilà. Moi, je suis en train de continuer à alimenter mon portefeuille cryptographique pour jouer la surperformance de l'ensemble de mes narratifs cryptographiques qui sont potentiellement institutionnelables, qu'on puisse du yield dans les ETF pour nous envoyer là-haut. Et quand vous aurez ici calculé le truc, les GAFAM acceptent Bitcoin et les crypto-monnaies. Le yield est disponible sur Ethereum. Le yield est disponible sur Avax. Le yield est disponible sur Atom. Le yield est disponible sur machin. Tous les dépôts. Un, 2, 3, 4, 5 dépôts. Tout freeze. La SEC valide dans l'espace de 3 semaines 7 ETF qui permet de créer un espèce de panier de devises ETF avec du yield qui vous donne un rendement sur les plus risqués à 7% par an et le moins risqué à 3% par an avec une dominance de USDT et voilà, ça, c'est le top. Là, c'est pas le top. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais à ce moment-là, prenez vos décisions. Ne prenez pas des décisions court terme pour une vision long terme, mais réfléchissez long terme pour prendre des décisions long terme. Et là, vous avez toute mon exposition de ma représentation et de ma perception de marché. Et on pourra en discuter si vous voulez demain lors du live des rois du Bitcoin. Ciao.